Comment appliquer les lois de Newton à la gravitation ou comment passer de l'histoire de la pomme et de Newton à la force de gravitation égale à moins grand g fois les produits de masse sur une distance au carré fois un vecteur unitaire UR. Donnons quelques rappels sur l'interaction gravitationnelle et pour fixer les choses, considérons la planète Terre de centre O, un point grand M de masse petit m situé à l'extérieur de la Terre à une distance petit r égale au m. Eh bien, la force de gravitation s'écrit sous la forme moins grand G, qui est la constante de gravitation universelle égale à 6,67 dans le système international, fois le produit de la masse du corps considéré par la masse ici de la Terre, divisé par la distance petit r au carré, fois le vecteur UR. La force de gravitation est ainsi une force attractive. Considérons tout d'abord le mouvement de satellites en mouvement circulaire uniforme. C'est un exemple très simple qu'il faut vraiment savoir par cœur et bien maîtriser. Considérons donc un satellite qui tourne autour de la Terre avec une vitesse constante, donc le mouvement est uniforme, le rayon de la trajectoire est grand R, et l'on veut déterminer la vitesse du satellite et démontrer la troisième loi de Kepler qui nous dit que le rapport de la période au carré sur le cube du rayon est égal à une constante qui ne dépend que de l'astre, ici de la Terre. Pour cela, écrivons la seconde loi de Newton. M fois l'accélération du satellite dans le référentiel géocentrique est égal à la force de gravitation, c'est-à-dire moins grand G fois petit m grand M sur grand R au carré fois le vecteur UR. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, je vous laisse retrouver que l'expression de l'accélération est tout simplement moins v carré sur r fois le vecteur UR, l'accélération centripète. En identifiant m fois l'accélération à la force, eh bien il est facile d'obtenir directement que la vitesse du satellite vaut la racine carrée de g fois la masse de la Terre sur le rayon, la trajectoire. Comment à partir de là obtenir la troisième loi de Kepler ? Eh bien, il suffit d'écrire que la période de révolution, c'est la longueur parcourue sur une période, 2π fois grand R, sur la vitesse. Et il suffit alors d'élever la période au carré pour voir apparaître tout simplement le rapport t carré sur r cube égal à 4π carré sur g grand M. Le rapport est donc bien égal à une constante qui ne dépend que de la masse de l'astre, ici la Terre, ce qui signifie que si vous prenez un autre satellite en mouvement circulaire, eh bien t' au carré sur r' au cube sera égal de nouveau à cette constante 4π carré sur g grand M. Faisons une petite étude énergétique pour ensuite arriver à une trajectoire un petit peu plus compliquée, une trajectoire elliptique. Dans le cas donc d'un mouvement circulaire uniforme, l'énergie cinétique, qui est donc égale à 1/2 de mv carré, peut s'écrire ici 1/2 de g petit m grand M sur le rayon de la trajectoire. L'énergie potentielle de gravitation est donnée par moins g petit m grand M sur grand R. Et je vous rappelle que l'énergie potentielle de gravitation se calcule en disant que la force de gravitation est égale à moins gradient de cette énergie. On en déduit que l'énergie mécanique totale du satellite, qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, vaut moins 1/2 de g petit m grand M sur grand R. C'est une expression qui sera utile pour la fin de la vidéo et qu'il est bon de retenir par cœur. Nous admettrons que dans le cas d'une trajectoire elliptique, par exemple, votre satellite a donc une trajectoire elliptique autour de la Terre avec son apogée, qui est le lieu où le satellite est le plus loin de la Terre, le périgée, c'est le lieu où il est le plus proche de la Terre, petit a est le demi-grand axe de l'ellipse trajectoire, eh bien on peut montrer que l'énergie mécanique a exactement la même forme que celle que nous avions obtenue dans le cas d'une trajectoire circulaire, à condition de remplacer le rayon de la trajectoire grand R par le demi-grand axe petit a. C'est également une expression qu'il est bon de connaître par cœur. Quelles sont maintenant les trajectoires possibles d'un satellite dans un champ gravitationnel ? Considérons par exemple le satellite initialement au point P et on lui communique une vitesse v0 alors qu'il est à une distance r0 du centre. Et l'on suppose que la vitesse v0 est perpendiculaire au rayon vecteur initial du satellite. Nous venons de voir
que dans le cas d'une trajectoire circulaire, eh bien, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique pouvaient se calculer facilement. Pour une trajectoire elliptique, l'énergie cinétique vaut toujours 1/2 de mv carré, avec la vitesse qui va dépendre de l'endroit où l'on est sur la trajectoire. L'énergie potentielle va dépendre de petit r, ne sera pas une constante. Par contre, l'énergie mécanique, on vient de le voir, est une constante du mouvement, évidemment, puisque la force dérive d'une énergie potentielle, et vaut tout simplement moins 1/2 de g petit m grand M sur le demi-grand axe. Elle est négative. Retenez que dès que l'on a un état lié, c'est-à-dire que le satellite va rester proche de la Terre, eh bien l'énergie mécanique sera forcément strictement négative. Dans le cas d'une trajectoire parabolique, eh bien c'est l'énergie mécanique qui vaut 0. C'est la première trajectoire correspondant à un état libre. L'énergie mécanique, 1/2 de mv0 carré moins g petit m grand M sur r0 vaut donc 0. On peut en déduire alors la vitesse v0 nécessaire pour avoir une trajectoire parabolique. C'est ce que l'on appelle la vitesse de libération. Dans le cas d'une trajectoire hyperbolique, eh bien l'énergie mécanique sera strictement positive. Retenez ainsi que les 4 trajectoires possibles d'un satellite autour de la Terre, ou en présence soumis à une force due à la Terre, est soit une trajectoire circulaire, soit elliptique, soit parabolique, soit hyperbolique. Amusons-nous maintenant à faire un exercice afin de déterminer la trajectoire d'un satellite lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Le satellite va être soumis à des chocs dus aux poussières atmosphériques. Et nous allons essayer de déterminer l'expression de cette force et montrer qu'au bout du compte, on a une force de frottement quadratique. Considérons ainsi le satellite de vitesse v qui commence à rentrer dans l'atmosphère et appelons n étoile la densité de particules atmosphériques. Pour déterminer la force de frottement, nous allons supposer que les particules de poussière atmosphérique se collent au satellite. Nous avons ainsi des chocs mous entre le satellite et les particules atmosphériques de masse petit m et rappelons de densité n étoile. Qu'est-ce que cela signifie qu'on a des chocs mous? Il y a conservation de la quantité de mouvement lors d'un choc. Au début, la quantité de mouvement, c'est celle du satellite, grand M fois sa vitesse. Et supposons qu'il y ait une particule qui se colle au satellite. Eh bien, la quantité de mouvement après le choc mou vaut tout simplement la nouvelle masse, grand M plus petit m, fois la nouvelle vitesse v'. On en déduit que la vitesse v' vaut donc grand M sur grand M plus petit m fois la vitesse initiale, avec un développement limité en considérant que la masse petit m de la poussière est ici beaucoup plus petite que la masse grand M du satellite. Eh bien, on arrive à v' égale v moins petit m sur la masse du satellite fois v. On voit ainsi que la variation de vitesse due à un choc avec une particule vaut tout simplement delta v égale moins petit m sur grand M fois v. Comment en déduire alors la force qui s'exerce sur le satellite? Parce que le satellite ne rencontre pas qu'une poussière. Eh bien, soit S la surface transverse du satellite et v sa vitesse. Pendant l'intervalle de temps dt, eh bien, le satellite avance d'une longueur v dt. Combien de poussière est-ce qu'il rencontre? Eh bien, il rencontre le volume v dt fois la section S fois la densité de particules, n étoiles. Chaque particule induit une variation de vitesse égale à moins petit m sur grand M fois v. Ainsi, la variation de vitesse du satellite pendant l'intervalle de temps dt est égale au produit de ces deux membres. Il suffit alors de multiplier par la masse du satellite grand M, de diviser par dt, pour obtenir l'expression, d'après la seconde loi de Newton, de la force de frottement qui apparaît bien ici comme étant une force de frottement quadratique. mdv sur dt est égal à la force de frottement moins n étoile s m v carré fois le vecteur vitesse sur la norme de la vitesse qui représente ici un vecteur unitaire.
Comment en déduire ensuite la nature de la trajectoire du satellite lors de sa chute? Alors nous allons faire une hypothèse, c'est que la trajectoire reste pratiquement circulaire. C'est l'hypothèse du régime quasi-stationnaire. On pourra ainsi considérer que l'énergie mécanique va s'écrire moins 1,5 de G fois le produit de la masse de la Terre, ici écrit grand M indice T, fois la masse du satellite, écrit grand M, sur le rayon à l'instant T. On considère ainsi que la trajectoire est donc pratiquement circulaire et que l'on peut utiliser la relation que l'on vient de montrer il y a quelques minutes. Par contre, il n'y a plus conservation de l'énergie mécanique puisqu'il y a des forces de frottement. Nous écrirons ainsi que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale justement à la puissance de la force de frottement quadratique que nous venons d'établir. Eh bien, calculons la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps. C'est la dérivée de moins 1,5 de G fois le produit des masses sur R, c'est-à-dire plus 1,5 fois grand G fois le produit des masses sur le rayon au carré qui dépend du temps, fois dr sur dt. Et c'est égal à la puissance de la force de frottement, c'est-à-dire au produit scalaire de la force de frottement, moins n étoile S m v au carré, par la vitesse, d'où l'expression de v au cube. Mais il suffit alors de remplacer l'expression de la vitesse obtenue lors d'une trajectoire circulaire, c'est-à-dire la racine carrée de G fois le produit de la masse de la Terre sur R, pour obtenir ici une puissance 3,5. En séparant les variables, on obtient cette équation différentielle que l'on peut alors résoudre sous cette forme-là, en supposant ici que n étoile est constant. Évidemment, plus le satellite va descendre proche de la Terre, plus n étoile va certainement augmenter, et il va arriver un moment où cette équation, ou cette résolution ne sera plus valable. Il faudra certainement considérer n étoile variant avec l'altitude, ce qui peut très bien être fait, par exemple, en utilisant l'hypothèse de l'atmosphère isotherme. Voilà, donc l'expression en tout cas du rayon en fonction du temps, et les applications numériques nous montrent que le rayon varie très très peu en fonction du temps, d'où cette trajectoire en forme de spirale. Et au bout du compte, très rapidement, le satellite va certainement se mettre à chauffer, se désagréger. C'est d'ailleurs un moyen de faire disparaître le satellite et de rendre l'espace plus propre.